Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine dans Dautré, édition du 24 mars 2024. Prenez note que l'édition du 31 mars n'aura pas lieu à cause du congé de Pâques et des congés que l'on prend ici à CTRB. Nous vous présentons une capsule de Julie Morin qui nous présente la prochaine séance d'information avec l'ACEF concernant des événements, qu'est-ce qu'on doit faire en cas de décès. Donc, l'ACEF Lanaudière présente vraiment des belles conférences au CABA une fois par mois et la prochaine aura lieu en avril. Nous vous présentons aussi une rétrospective du Festival Lanaudière 2023 pour se mettre en appétit. Le festival a présenté sa programmation pour 2024 et les billets sont déjà en vente. Vous avez aussi le reportage, une capsule, une vidéo qui vous présente France, qui est une proche aidante. Ces vidéos-là ont été réalisées en collaboration avec le RANDA, le réseau des aidants naturels de Dautré. Des capsules vraiment touchantes et très intéressantes sur le rôle de proche aidant. Nous vous présentons aussi des entrevues que nous avons réalisées avec des jeunes gymnastes qui proviennent ici de la région de Berthier et de la région extérieure de Berthierville, mais de la région Lanaudière, qui s'entraînent au club de gymnastique Gym Amélie. Donc, vraiment une belle réussite dans Lanaudière et les jeunes ont la chance de pouvoir compétitionner au niveau régional. Vraiment très inspirant pour nous comme spectateurs, très inspirant pour les jeunes qui ont la chance de pouvoir participer à des compétitions et qui veulent devenir peut-être des gymnastes de niveau olympique. Donc, vraiment très intéressant comme entrevue. Nous vous présentons aussi des images du défi entreprise qui a eu lieu la semaine dernière, donc un tournoi de hockey organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré qui a regroupé au total 16 équipes de la région qui ont participé à un tournoi de hockey, donc quelques images en rétrospective de cette activité. Nous vous parlons maintenant de suicide. Le Centre de prévention suicide de Lanaudière met l'emphase maintenant sur des capsules vidéo qui s'adressent principalement aux hommes parce qu'on sait que majoritairement les causes de suicide, les suicides sont faits par des hommes. Donc vraiment des capsules qui tentent d'aider, de réconforter les hommes qui ont des attitudes suicidaires, mais aussi pour aider les familles. En terminant, bien pour se mettre un peu dans l'ambiance de la semaine de Pâques, la fébrilité qui s'en vient, en terminant, nous vous présentons une capsule de Jocelyne Aubry pour vous permettre de relaxer, de recentrer sur soi. Et Jocelyne, qui est professeure à la boîte à start-up et qui vous offre gratuitement cette invitation de méditation avec le yoga. Sur ce, bonne écoute et on se revoit en avril. On parle des capsules de l'ACEF, Julie. Oui. Là, on est rendu à la 4e capsule. Oui. Et encore là, on s'en va avec un sujet moins drôle, on n'a pas ça, mais oui. Suite à un décès, qu'est-ce qu'on a à faire? Et là, ça peut paraître, je ne vais pas dire une montagne, un Everest, parce que c'est quand même compliqué, mais je pense que l'ACEF est là pour, premièrement, guider les gens et rassurer aussi. Bien, surtout qu'on ne fait pas ça souvent. On ne s'occupe pas souvent du décès d'une personne. Donc, puis là, il y a l'émotion qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, si on est informé avant, puis on va avoir de la documentation avec l'ACEF aussi, les étapes à faire en cas de décès, toutes des choses qu'on ne pense pas quand on est dans l'émotion, hein, c'est sûr. Donc, c'est vraiment une conférence là, qui va vraiment... On parle, mettons, des aspects financiers, quand les comptes bancaires sont gelés, tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les frais, la succession, tout ça. Donc, c'est des sujets qu'on n'est pas habitué. Donc, d'être préparé, de savoir un petit peu à l'avance, ça peut vraiment aider dans le cas d'un décès d'un proche. Oui, mais si je veux dire, encore là, je ne vais pas dire, je parle par expérience, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais, ça se planifie aussi. Oui, oui. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux aller planifier avant, parce que comme tu juste parlé, quand tu parles de compte gelé, mais ça peut créer des problématiques, oui. là, des choses pour les survivants. Les gens sont après, puis bon, ça crée beaucoup de choses. Comme je dis, c'est des sujets qui ne sont pas faciles à aborder, mais une fois qu'on le fait, mon Dieu, que ça fait du bien. Après ça, on se sent mieux outillé pour faire face au décès d'un proche. Puis alors, tu sais que ça parle beaucoup de décès, de préarrangement, puis tout ça, mais je pense que le dernier point qu'on pourrait rajouter, puis sûrement la CEF va sûrement en parler, c'est que justement, parlez-en. Oui. Dites-le, asseyez-vous, puis mettez les gens au courant, oui. votre entourage. Oui. Que dans ce temps-là, comme tu viens de dire, ça enlève un poids, ça enlève plein de choses, et bon,
Vous pouvez changer d'idée 12 fois. Oui. Vous avez le droit de changer votre testament 10 fois ou 12 fois. Mais il y a des choses qu'il faut vous respecter, des choses où vous tenez compte. C'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. Ça a lieu le mardi, le 16 avril, à 13h30, toujours au Québec. Parfait. Pour commission volontaire, on va le rajouter. Oui, merci. France, proche aidante depuis 2004. Premier moment, ça a été avec ma belle-mère, comme je disais, en 2004. Elle a perdu son conjoint. Elle a resté 1 an tout seul dans sa maison, qui était à Montréal, nous ici. Puis c'était nous qui s'occupions d'elle. Je l'appelais à tous les soirs. Mais à un moment donné, elle n'a pas répondu parce qu'elle avait oublié de raccrocher son téléphone. Alors, on est parti en catastrophe, aller la rejoindre, puis savoir qu'est-ce qui se passait. Après ça, on a eu une conversation en disant que c'était très inquiétant qu'elle soit si loin de nous autres, puis tout ça. On lui a demandé si elle voulait venir rester ici. Après 1 an qu'elle avait fait tout seul, je pense qu'elle se sentait insécure, fait qu'elle a accepté finalement de venir rester ici avec nous autres. Elle n'était pas très demandante, vraiment pas. Elle prenait tout ce qu'on lui donnait, puis moi, ben, j'essayais de la faire sourire, de la faire rire, de la faire danser. J'essayais d'y apporter des moments heureux, parce que c'était pas une femme qui avait été choyée dans sa vie tellement. Elle a eu des bons enfants, mais pas un très bon conjoint. Puis c'était pas une femme qui avait le sourire facile. Fait que moi, c'était ce que je voulais y apporter. Puis j'y apportais des soins, la nourriture, bien entendu. Puis les sorties, quand on avait la chance de sortir avec elle, ben, je pense qu'elle était heureuse. Puis une bonne ambiance, pas de chicane. C'était merveilleux. C'était un beau 4 ans qu'on a vécu ensemble. Elle nous a quittés ici même à la maison. On était auprès d'elle. Puis je me dis au moins elle n'était pas toute seule. Puis j'ai tenu la main jusqu'à son dernier souffle. Puis je suis bien contente de ce que j'ai accompli là. C'est ce que je souhaiterais pour moi, fait que c'est facile à donner dans ce temps-là. Comme quand on donne un cadeau à quelqu'un, bien, la plupart du temps, on va donner des cadeaux qu'on aime nous-mêmes. C'est un peu ça là, que je voulais pour ma belle-mère. Oui, je me suis sentie dépourvue, inutile. À partir de là, je pense que je me suis mis à faire du répit-gardiennage après ça. J'avais encore besoin. Mais là, il n'y avait personne qui avait besoin de moi chez moi. Fait que j'ai commencé à faire du répit-gardiennage à domicile. Puis j'ai eu des bons clients que j'ai gardés pendant 3-4 ans, où j'établissais un lien fort, où je me sentais presque faire partie de leur famille. Même avec leur famille, je pouvais les tenir au courant des situations, parce que c'était des couples. J'en ai un couple, la madame, plus ça allait, plus son mari faisait un peu de démence, puis
il l'accaparait jour et nuit, puis là, ben, j'arrivais là, puis je voyais qu'elle était très fatiguée. Fait qu'à un moment donné, j'ai communiqué avec son fils. J'ai dit, ta maman est bien fatiguée, là. Fait que je sais pas si vous pouvez faire quelque chose, puis c'est ça. J'avais encore besoin de ça. On dirait que je n'ai pas assez actuellement. Là, les enfants deviennent plus autonomes. Ils ont un petit peu moins besoin. Fait que je me dis, je pourrais encore donner un peu de temps ailleurs. Ben, j'haïs pas ça. Un agenda où j'ai des choses à chaque jour. J'haïs pas ça. Peut-être avoir des négligences qui vont se faire ailleurs, là. Tu sais, comme peut-être un peu d'entretien, des repas plus vite faits ou une meilleure planification. On verra. Je suis bien quand je suis avec du monde. Je suis bien quand je suis en train d'apporter de l'aide ou du réconfort ou des choses comme ça. Moi, là, c'est à moi que je fais du bien, en premier lieu. Puis si ça peut l'apporter à d'autres, bien c'est encore mieux. C'est comme ça que je suis. Malgré que dans notre vie, à nous deux, mon mari et moi, on a toujours eu du monde à la maison, des pensionnaires, des gens là, qui temporairement venaient habiter chez nous, puis ils repartaient quand leur situation était mieux. Fait que, une maison vide, pas eu ça longtemps. Oui, mon fils est un homme de 45 ans qui est malentendant de naissance. Finalement, on lui a comme toujours aidé un peu dans ses interactions avec mettons, par rapport à des assurances-vie ou ainsi de suite. Là. Il s'est séparé en 2016. Il y avait des jumeaux à ce moment-là. Sa femme l'a quitté. Et puis là, il était comme dépourvu. C'était ses premiers enfants, il n'en avait jamais eu. Il n'avait jamais vraiment fait d'éducation à des enfants. Il y avait plein de choses à apprendre. Et puis là, ben, on lui a offert de s'en venir ici avec les enfants, parce qu'à ce moment-là, il travaillait de soir. Fait que, mettons que chercher une garderie le soir, c'est pas évident. Fait que, on avait les enfants pratiquement tout le temps, à plein temps. Parce que lui, il arrivait la nuit, les enfants ils partaient pour la garderie, et ainsi de suite, finalement. Fait que c'est ça. Ils sont ici depuis l'âge de 2 ans. Au bout de quelques mois après que ça y est arrivé, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, je pense que je ne serais pas capable d'être à plein temps avec les enfants. Il va falloir que tu penses à une garderie parce que la grand-maman a besoin d'aider. Finalement, ben, ils s'inscrivent à la garderie, puis ça a bien été. Fait que, ils sont ici encore. Je suis une grand-maman, mais parfois ils se trompent et ils m'appellent maman. Parce qu'ils fréquentent leur mère à peu près 3 à 4 fois par année. C'est pas beaucoup. Puis là, papa il est de jour. Fait que papa, ben, il faut que j'y partage la tâche parce qu'il y aurait facilement le déléguer la tâche à grand-maman, ça serait facile, mais là, je suis en train de revirer les pendules un petit peu tranquillement. Fait qu'on a eu recours à une travailleuse sociale qui a parlé avec mon fils, puis qui a dit qu'il fallait qu'il prenne un petit peu plus sa place auprès des enfants, parce que les enfants, ça leur manquait. Fait qu'à partir de là, ben, on chemine un petit peu autrement. Et dernièrement, ça a été ça, l'aide qu'on a reçue, c'était parce que là, je me vois vieillir, je vois l'adolescence qui s'en vient, les enfants ont quand même 10 ans, ou presque. C'est quelque chose qui me fait peur. C'est pas toujours évident, l'adolescence, alors... Surtout que vous l'avez déjà vécu avec vos propres enfants? Oui, puis ça n'a pas nécessairement été facile. Léa, une petite jumelle, qui a beaucoup de drive parce qu'elle était DAH, puis médicamentée, une chance.
parce que je serais pas capable. Je pense que je serais pas capable. Tant qu'à l'autre, Lucas, lui, il était médicamenté pour du TDA. Il n'y avait pas le H, lui. Par contre, dans le temps des fêtes dernier, il a commencé à faire des crises de panique assez impressionnantes. Et puis là, après 2 semaines de panique, on ne savait plus quoi faire. Fait qu'on a consulté. Puis là, il est suivi par un pédiatre. Et il y a une médicamentation pour ces crises de panique. Depuis ce temps-là, ça va bien. Plus de panique. Disons, c'est mon petit gars. 2 amours que j'adore. Vraiment, tous les soirs, quand j'ai la chance, je vais les border. Je vais leur donner leurs bisous, leurs câlins, je leur dis que je les aime. Je pourrais pas passer une semaine sans aller quelquefois les border, les abriller. Puis j'ai besoin encore de faire ça, même si on 10 ans. À l'adolescence, je sais pas s'ils vont vouloir. On verra. Mais on a développé maintenant, depuis la rencontre avec la travailleuse sociale, on est en train de travailler sur une espèce de complicité, étant 3 adultes pour les enfants. C'est que un qui dit oui, l'autre qui dit non, c'est pas une bonne chose. Fait que là, les 3, on est en train d'essayer de se consulter pour pouvoir donner tous la même réponse. Fait que c'est un travail actuel, ça. Mais ça, je l'avais déjà avec mon conjoint. On s'est toujours consulté avec nos enfants avant de donner des réponses. Puis là, je suis en train de développer ça avec mon gars. Fait que ça marche bien, ça s'en va sur le bon bord. Mais j'ai un mari tellement extraordinaire. Faut que j'en parle, j'ai pas le choix. C'est mon compagnon de vie, mais c'est plus que ça encore. Je cherche mes mots, là, mais avec qui je peux tout partager. Je suis une personne qui a fait des dépressions, 2 bonnes, entre autres. Et il a toujours été là pour me soutenir, m'encourager, m'écouter surtout. Il a un cœur extraordinaire. Je l'aime assez que je voudrais partir avant lui parce que je pense que je pourrais pas vivre sans lui. C'est ma philosophie de la vie à moi. On est des amis d'enfance, des voisins de cour arrière à Montréal, à 12 ans. Tu sais, quand les amourettes commencent, là, à 12 ans, moi, j'avais dit que je voulais le marier. Par contre, le temps a fait qu'il a déménagé, on s'est perdu de vue pendant quelques années. On s'est retrouvés. Puis là, ça n'a pas été long. 1 an de fréquentation, puis on se mariait. Oui, parce qu'on se chicane pas. On se couche jamais, un sur le divan, puis l'autre dans la chambre, jamais. Ça, c'est arrivé une fois au tout début, mon mari, il dit « Non, il dit ça, là, tu me fais plus jamais ça. » OK. Il dit « On va régler nos problèmes avant de s'endormir. » Mais il dit « Les affaires d'aller coucher sur le divan, là, oublie ça. » Fait que ça a été pas mal ça. Puis on a une communication extraordinaire, puis des chicanes, puis des conversations là, où on s'engueulerait. Jamais. Tu pourrais même le demander à ma famille, puis la famille te dirait la même chose. Ils nous ont jamais vus nous chicaner. Quelque part, on est vraiment choyés. Je connaissais pas ça. Je savais pas que ça existait. Jusqu'au jour où ma sœur Marie-Claude, qui était entrée dans le réseau parce elle avait besoin de répit ou avait besoin, elle aussi, de communiquer, mais c'était pas suffisant, la famille. Fait qu'elle a été voir ailleurs, elle a connu le réseau des aidants naturels. Puis elle m'en a parlé. Elle me dit, sais-tu, elle dit que toi aussi, elle dit, t'es aidante naturelle. Ben voyons donc. Pas pantoute. Elle dit oui, elle dit j'en ai parlé à Nancy. Puis Nancy, elle me dit que oui,
je faisais partie des aidants naturels, même si c'est pour des enfants. Ah, ouais. Elle dit, tu devrais venir. Elle dit, c'est intéressant, il y a plein de choses à apprendre. Il y a plein d'aides que tu peux avoir. Puis finalement, ben, j'ai été. Puis Nancy, que j'ai rencontrée, l'intervenante merveilleuse, elle m'a confirmé que oui, j'étais aidante. Puis et finalement, ben, j'ai embarqué là-dedans, puis j'adore. J'adore toutes les ressources, les ateliers, les conférences. Amenez-moi-en, j'en ai besoin de ces choses-là. J'ai comme un cerveau qui a toujours besoin d'apprendre des nouvelles affaires, de continuer à travailler sur moi pour peut-être encore améliorer des choses. C'est ce que le réseau va me donner, je pense, parce que ils en font des affaires. Ils en font pas à peu près. En premier, parce que j'ai une de mes sœurs qui vient de s'inscrire dernièrement, elle lit un petit peu ses breaks. Puis, j'ai pour mon dire, va, écoute, essaye. Puis si tu trouves rien dans tout ça, c'est parce que tu veux pas, en quelque part. Parce qu'il faut s'ouvrir aux autres. Mais il y a des gens qui veulent pas s'ouvrir aux autres. Fait que si c'est ça, ben, c'est parce que t'as pas de raison d'être là. Mais quelqu'un qui veut s'ouvrir va trouver son compte. Oui, définitivement. Définitivement. Je recommande énormément le rando. Comme ressource, comme aide, comme pouvoir communiquer avec des gens qui ont des compétences, c'est important. Vraiment, bravo, bravo, bravo au rando. Lorsqu'on était à Montréal, ben j'avais une cousine, entre autres, qui demeurait ici, mais qui venait étudier à Montréal. Après ça, suite à des séparations, il y avait des gens qui, temporairement, là, avaient besoin d'un gîte, mettons. Fait que c'était des situations assez simples. Puis, notre maison, c'est une porte ouverte. C'est exactement ça que je voulais que vous disiez. C'est parfait. Merci. OK. Je m'en allais poser littéralement la question porte ouverte, puis vous l'avez dit. C'était quoi votre première idée de faire un club de gym? Principalement pour nos filles. Ça On était 3 actionnaires au départ et 3 gymnastes. Donc. 3 gymnastes déjà qui avaient déjà fait de la compétition, des choses Exactement. comme ça. Exactement. Puis vous vouliez vous implanter à Joliette, vous avez dit qu'il y a un besoin pour ça. Exact. Et toi, c'était ça aussi? Oui, également. Moi, j'étais entraîneur de gymnastique depuis longtemps. Donc, je me suis associée au projet, puis on a démarré le club. Ça fait combien d'années que vous êtes ici? C'est notre 8e année. Hein? Oui, 8e année déjà. Oui. Et l'intérêt a été tout de suite quand ça a commencé? Oui, ça a très, très bien été. D'année en année, on a doublé notre clientèle, puis jusqu'à arriver à la pandémie. Moi, c'est ça. Jusqu'à temps qu'il y ait les jeunes, c'est beaucoup de jeunes filles, j'imagine. C'est plus rare des garçons, malheureusement. Quand même beaucoup. Ah oui? Ouais. Ah ouais? Oui, dans les Plus groupes jeunes. de plus petits, on a quand même peut-être pas un 15 15 de à peu garçons. près. C'est quoi leur motivation? Ils viennent essayer puis ils s'aperçoivent qu'ils aiment ça. C'est quoi qui fait qu'une jeune fille ou un jeune homme décide de venir faire de la gymnastique en 2024? Pour bouger, principalement, nous, dans le fond, on donne des cours, on commence à 1 an. Donc, on commence tout petit avec les parents-enfants, et on va jusqu'à la compétition, mais on donne des cours jusqu'à environ 15-16 ans. Il y a du récréatif Oui. et il y a du compétition. Dans nos cours de récréatif. Les garçons sont dans le récréatif. Le compétitif est réservé pour les jeunes Ah, filles. OK, les jeunes filles. Oui. Bien, je vois aussi que vous faites des camps de jour, vous Oui, faites des oui. activités, des fêtes, quelqu'un qui Fêtes veut faire de d'enfants. l'initiation. Et
de qu'est-ce qu'on a vu des communiqués de presse. Vous réussissez bien dans ce que vous faites. Dans le sens, vous avez eu des jeunes, même de Berthierville et tout, qui ont des bons records, je veux dire des beaux résultats. Des belles performances, Oui, là, c'est ça. oui. C'est beaucoup de travail? Oui, les jeunes filles s'entraînent 5 heures par semaine. Donc, on a différentes catégories qui vont de R2 à R6. Vous allez m'expliquer c'est quoi R2 et R6? Moi, je veux savoir c'est quoi. Donc, on se spécialise, nous, en régional. Et puis, c'est une échelle, tout simplement. R2, R3, on évolue et on peut augmenter comme ça jusqu'à R6. Les gymnastes performent dans la même catégorie toute l'année. Donc, elles peuvent se dépasser d'une compétition à l'autre et avoir des résultats pour s'améliorer. Et le R2, c'est concernant les habilités qu'ils sont capables de faire exactement, Oui, c'est ça? c'est ça. Il y a des routines spécifiques pour R2 et ensuite d'autres routines pour R3. Et on évolue, les mouvements deviennent plus difficiles plus on avance dans les chiffres. Donc, autrement dit, chaque jeune fille fait la même routine. Il n'y a pas de, catégorie, c'est il y a la pas même de création. Là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de chorégraphie, on n'est pas rendu... En niveau R4, là, au sol, on peut avoir les mêmes mouvements, mais la chorégraphie est différente. Donc là, c'est là qu'au niveau de la création, on embarque. OK, bien, c'est bien. Et je vais poser la question dans le sens que la motivation de cette jeune fille-là pour venir faire de la compétition, ça vient naturellement? Ça vient souvent avec le talent. OK, oui. Bon, Quand ils ont un talent plus naturel ou qu'ils réussissent bien puis qu'ils se démarquent des autres là, dans les récréatifs, bien là, ils ont envie d'aller plus loin. C'est sûr que tout enfant qui fait de la compétition et qui reçoit des médailles, la motivation vient assez rapidement. Ça vient assez rapidement. Oui. Et vous vous êtes rendu jusqu'où? Vous avez fait des compétitions? Avez-vous participé à tous ces programmes-là avant de devenir propriétaire ou peut-être même entraîneur? Moi, j'ai jamais fait de gymnastique. Ma fille en fait depuis qu'elle est toute petite, mais moi non. OK. Moi, j'ai fait jusqu'au niveau régional, à peu près comme les athlètes ici, mais je suis devenue rapidement entraîneur et j'ai eu la piqûre, donc je suis restée dans la branche entraîneur longtemps. On a des jeunes filles, je pense, de Berthier, puis tout ça, on les a vues tantôt. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité de les rencontrer un petit peu puis de leur parler s'ils veulent? Bien sûr. Livia Gagné, c'est bien ça, de Berthierville. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu venir faire de la gymnastique? Qu'est-ce qui t'a permis de découvrir ça? Bien, dans le fond, quand j'étais en maternelle 5 ans, j'avais vu des amis faire comme des roues, puis plein d'affaires de gymnastique. Puis là, j'en ai fait, puis là, j'ai vu que j'aimais ça. T'aimais ça? Est-ce que tu trouves ça difficile? Un peu. Un peu. Mais quand tu vas faire des compétitions, ça va bien. Tu as des bons résultats. Est-ce que ça te donne une motivation pour continuer? Oui. Tu aimes ça faire les compétitions? T'aimes ça faire ton appareil? C'est quoi ton appareil préféré? Il y aurait la poutre et la trampoline. La trampoline. Puis pourquoi ces deux-là? Parce que la poutre, ça, j'aime vraiment ça, aller dessus. OK. T'as pas peur? Non. Bonne idée à la poutre. Hein? Pardon? Elle est bonne idée à la poutre. Elle est bonne idée à la poutre. Puis c'est parce que c'est difficile, là. Faut que tu restes sur le même petit espace, puis tout ça. 10 cm. 10 cm? Puis tu tombes pas, c'est difficile. Des fois, je tombe, mais... On remonte. On remonte. On continue, hein? Puis la trampoline, pourquoi? Parce que tu peux faire des sprints, comment on appelle ça? Excusez-moi le terme. Des saltos. Des saltos, tu peux faire des mouvements. Des fun, des vrais. Ouais, hein? Plein de mouvements qui Puis t'as pas peur quand tu fais ça? Il y a des mouvements que oui, mais il y en a que... C'est quoi ton appareil le préféré? Oh là là. Ça, c'est celui que tu es plus à l'aise, celui que quand tu fais ça, quand tu es là, tu es heureux. Là, je voyais que tu faisais beaucoup de trampoline. Non, les barres. Les barres. Les barres, ah oui. Les barres asymétriques? Oui. C'est difficile, ça? Non. Non? Non. Bien, il faut faut sauter, il faut tourner, il faut faire des mouvements à travers ça. Oui. Pour toi, c'est un challenge? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que tu aimes ça? Parce que c'est facile. Ah, c'est beau, c'est le fun, ça. Y a-tu quelque chose que tu aimes moins parce que c'est plus difficile?
Le saut? Ah oui. Oui. Quand on va sur le cheval d'arçon, là, qu'on appelle? La table de saut. La table de saut, La table excusez. de saut là-bas, là, oui. Ça, Parce que moi, je n'étais pas bonne c'est dans plus ça. un défi. C'était un défi. C'est Pourquoi? difficile. Parce que c'est d'arriver au bon moment sur... Parce que j'y arrive pas. J'arrive pas. Oh, Mais- on n'est Non, pas j'y arrive super. Est-ce que quand tu es en compétition, comment tu aimes ça? C'est pas trop stressant? Tu aimes ça? Non. Ah non? C'est vrai que c'est pas stressant. Puis tu te vois où plus tard? Là, tu as commencé jeune. Tu es ici, tu es en R quoi? R4. Et là, tu veux t'en aller jusqu'au... Tu veux sûrement monter quoi ton R5, objectif? R6. C'est quoi ton objectif? Continuer après ça? Tu veux Aller aux participer à Olympiques? quoi, mettons? Ben, m'amuser, là. Mon objectif, c'est m'amuser, là. C'est amusé? Ouais. Ah, ben Tu c'est aimerais bien. participer à quelle compétition, mettons? Qui s'en vient, Ben, là? aller jusqu'à où que mes tantes sont allées, là. À quoi? Sa tante a fait de la gymnastique longtemps. Ah ouais? Je sais pas, c'est rendu jusqu'à où, mais je pense que... On s'est rendu loin. C'est Ouais, rendu là? quand même loin, hein. Comme ça, tu veux continuer encore, puis c'est pas trop difficile de venir à Joliette faire de la gymnastique 5 heures par semaine. Non. Bon, ben félicitations, c'est très lié. Bon, ben bonsoir les filles, ça va bien? Oui. Moi, je veux juste savoir, vous pouvez toutes répondre, vous avez des raisons chacune particulières. Pourquoi ça vous avez aimé ça, faire de la compétition? Qu'est-ce qui vous a amené à venir faire de la gymnastique? Bien, parce que je trouve que c'est un sport quand même individuel, qu'on peut s'améliorer tranquillement tout seul, mais quand même, on a le soutien de toute l'équipe. Bien, c'est aussi, après les compétitions, toute l'équipe, on s'encourage, on se dit bravo, puis ça, je trouve que c'est très motivant. Une belle esprit d'équipe, tout ça. Ouais. Vous avez des conseils entre vous autres? Vous vous dites, oui, que tu as bien fait, tu n'as pas bien fait. Comme fait, oublie pas ton mouvement, oublie pas tes choses. Mais des fois, on n'est pas ensemble, là, ça dépend. Là, des fois, on est R2 avec R2, R3 avec R3, puis R4 avec R4. OK. Donc, on n'est pas... Des fois, on est... Ouais. Bon, vous êtes des R2, des R3, des R4, c'est ça? Oui. OK. C'est quoi vos objectifs dans la vie? Là, vous faites ça, mais vous voulez monter R5, R6, vous voulez aller aux Olympiques. C'est quoi? Les Olympiques. Tu vas aller aux Olympiques? OK. Moi, je dirais aller jusqu'au national pour représenter mon pays. Ah, c'est bien ça. Puis ça, faut que tu travailles fort pour faire ça. Très, très fort. Très, très fort. Mais est-ce que tu penses que tu as la capacité, tu as la volonté de le faire? Ben, moi, j'aimerais ça, mais je sais pas. Bien, il faut avoir la volonté, il Ouais. faut travailler. Est-ce qu'on a d'autres objectifs, Juliette? T'avais un Ben, moi, objectif? j'aimerais ça aller à plusieurs challenges d'érision. OK. Tu aimerais ça aller faire ça. Est-ce que ça vous apporte beaucoup dans votre vie de faire de la gymnastique? Vraiment, Oui. La confiance en soi, à l'école, se concentrer, des choses comme ça? Ouais, il faut vraiment... Non, t'as pas l'air sûr? Puis avez-vous des idoles? Avez-vous des gens que vous regardez faire des compétitions, des émissions? Moi, justement, Juliette, qui est là, Oui. je la trouve super persévérante, puis elle se blesse jamais, elle est super bonne, puis elle est super fit. Donc, c'est ton idole, ça. Tu dois Ouais, c'est mon idole. Juliette, c'est qui ça, Juliette? C'est toi? Donc, tu es quelqu'un, tu es un mentor, tu es un modèle à suivre dans l'équipe, c'est ça? C'est mon modèle. Ah, ben c'est bien. Puis, c'est bien, ça, c'est le fun de faire ça. Donc, tu aimes ça, tu as les petites, tu aimes ça t'occuper des petites, puis de les aider. Correction, puis je les aide à persévérer. OK. Puis mes deux mademoiselles ici, les entraîneurs, vous avez connu ça avec petite comme ça. Qu'est-ce qui vous a amené à continuer dans la gymnastique, être entraîneur et tout? Bien, je pense que c'était de pouvoir comme, donner la passion, enseigner notre passion aux gens, parce que, tu sais, à un moment donné, avec l'âge, ça s'atténue en tant que gymnaste, mais de pouvoir transmettre ça. Vous dites les capacités s'atténuent à un moment donné? Bien, ça dépend des gens, tu sais, il y a certains niveaux, puis rendu à un certain âge, mais mettons, pour ma part, j'ai arrêté de le faire moi-même et de pouvoir l'enseigner à des plus jeunes, puis ça, c'était quelque chose. Puis c'est-tu valorisant de voir des jeunes faire ça? Mais c'est le fun de voir, tu sais, que, tu sais, dans un sens, ils font beaucoup, les athlètes font beaucoup les choses, tu sais, le coach est en arrière pour aider tout de suite, de voir qu'ils réussissent, tout ça, c'est toujours très... Ça nous rend fiers. Sont-tu fines, vos deux coachs? Oui. Ils sont pas trop sévères? OK. Des fois. Oui, des fois. Bon, ben c'est bien. Mais c'est important des fois d'être sévère parce que si on veut faire de la compétition, c'est pas. Qu'on soit plus meilleur. Faut qu'on soit quoi? Plus meilleur. Plus meilleur. Tu as bien raison. Puis vous, mademoiselle, avez-vous des idoles? Avez-vous des gens que vous regardez? As-tu une idole? Ouais, elle s'appelle Simone Biles, puis je la regarde souvent en vidéo. Puis Oui, elle est impressionnante. Hein? Elle fait ça, on dirait qu'elle fait ça
qu'elle vole, hein? Quand elle va faire les diagonales, là, C'est vraiment à couper le souffle. c'est assez époustouflant, hein? Toi, Marie-Lise, qu'est-ce que t'aimes dans la gym? Moi, qu'est-ce que j'aime dans la gym, c'est qu'on peut participer ensemble, on peut se faire persévérer, puis on s'entraide entre nous. En tout cas, je vous félicite, les filles. Vous êtes très bonnes, on vous a regardé aller. Moi, je ne serais même pas capable de faire la moitié. Même pas le quart. Même marcher, je ne serais pas capable de faire comme vous faites. En tout cas, bonne chance, puis bonne compétition. Merci. Moi, quand je me suis retrouvé au bord du précipice puis que j'étais comme obsédé par le suicide, ça n'a pas été bien long que j'ai demandé de l'aide à ma façon. Puis ça n'a pas été bien long que j'en ai reçu. Moi, je dirais de la super. Travailleur social, CLSC, médecin, toutes ces affaires-là. Normalement, ils se parlent entre eux autres. La première fois, ma blonde est partie. Mes parents sont séparés, puis ma sœur est morte en même temps, juré. Fait que tout s'est écroulé. J'ai appris beaucoup. 20 ans plus tard, même genre d'affaires un peu par rapport au travail, manque de travail, puis une occasion qui m'a passé ici, puis qu'ils appellent ça élément déclencheur. Mais cette fois-là, j'avais plus une idée de comment réagir, quoi essayer, puis j'ai été moins loin, ça a duré bien moins longtemps, puis j'ai remonté vite. Mais cette deuxième fois-là, j'ai développé ma petite liste quotidienne. Les affaires que tu aimes faire au quotidien ou ce que tu devrais faire. Puis là-dedans, ben, c'est sûr que pour moi, puis pour d'autres, il
Un coin de nature. Petit coin de nature. Fait que demain, ça fait mal en esti, peut-être, mais après-demain, tu sais. Quand on vit une période de crise, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous amène à aller consulter des ressources professionnelles ou communautaires? Est-ce que ça vient tout seul? Est-ce que c'est plus facile d'aller vers des ressources professionnelles que vers ses proches? Pour vous autres, comment ça s'est passé? Moi, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, par-ci par-là, il y a du monde qui avait fait une petite remarque. À l'école, ou une fois un policier, ou une fois une infirmière. Disant, vous savez, monsieur, si un jour on ne fait vraiment pas, vous pouvez y aller demander. Puis, tu penses que j'avais enregistré, puis le jour où vous en avez vraiment besoin, cette petite graine-là était dans moi. Je savais que ça existait. Tu pouvais aller cogner au CLSC, ou à une infirmière, ou à un policier, ou à ces gens-là. Ouais. Puis c'était pas difficile pour toi d'aller vers ces gens-là, vu que c'est des ressources que on les connaît, mais en même temps, on les approche pas nécessairement tous les jours, ces gens-là. T'en avais besoin, donc c'était correct. C'était correct pour toi d'aller les voir, puis c'était pas... Je pense qu'on avait mis dans mon subconscient, si tu en as besoin un jour, tu peux avoir confiance. Passer la salle d'attente, les soins sont bons. Moi, je dirais ça. OK, c'est bien. Roger? Moi, c'était plus dur d'aller vers les ressources parce que j'étais une personne bien renfermée. Fait que ça a pris comme 3 fois que j'ai été dans leur camion. La deuxième fois, j'avais été, même après, commencer un séjour, un suivi externe. Je rentrais voir l'intervenant, puis je suis sorti de là, puis j'ai pas besoin de ça. Puis j'ai continué, j'ai pas fait 8 mois avant d'acheter. Puis c'est là que vraiment après, j'ai réussi à m'ouvrir avec ce gars-là. Puis on a fait ça toutes les semaines. Un rendez-vous à 1 heure à toutes les semaines pendant 1 an et demi. Puis ça m'a super aidé, vraiment. Je le recommandais à tout le monde. À partir du moment où c'est toi qui as décidé de t'ouvrir aux ressources qui étaient disponibles, ça s'est mis à fonctionner. En tant que gars, c'était dur d'arriver. Quand t'étais lié à un inconnu, mais quand ça a marché, la dernière fois que j'ai été, ça a vraiment marché. Puis ça avait bien. J'ai dit, photo, il est temps. J'étais rendu là, j'avais été au bout de toutes les folies. C'était comme si c'était rendu ridicule. La seule chose qui restait à faire, c'était de s'ouvrir. Ça peut être facile ou moins facile, mais il faut que ça vienne aussi de soi. Tu sais, je veux dire, le contact, même si on se fait diriger vers une ressource extérieure qui est compétente, il faut avoir l'ouverture de l'accepter puis de s'ouvrir à cette ressource-là. Est-ce qu'il y a un moment déclencheur où vous vous êtes dit, moi, on dit que j'ai bien fait de venir voir cette personne-là, cette ressource-là, ça a fait la différence? Là, c'est une question chiante parce qu'il faut penser à un moment. Mais y a-t-il quelque chose qui vous vient? Rapidement, c'est simple. Quand j'ai fait ma dernière rencontre avec la psychologue, puis qu'elle m'a dit qu'elle avait rarement vu quelqu'un faire une culbute comme ça, de retomber sur ses pieds, puis de se serrer dans nos bras, puis de se dire, ben, bravo, là, on se laisse. Puis c'est quelqu'un comme ça que j'ai référé pendant des années, des gens qui disaient j'ai besoin d'aide, appelle donc cette personne-là. Je pense qu'elle peut, elle m'a aidé moi, je pense qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Moi, je me souviens de ce moment-là, il y avait un moment de fierté, puis je sentais qu'il y avait un moment de fierté qui était partagé aussi. Moi, j'aimerais ajouter que pas trop long aussi que les ressources, des parapublics, des groupes d'entraide, des groupes de cercles d'écoute. Il y en a, ça a été avec les ou des fraternités dans ce genre-là. Fait que dans le parapublic aussi, ils tendent à se parler entre eux, puis à t'envoyer voir à une place puis à l'autre. Puis je pense que chaque gars finit par trouver un groupe ou une association ou quelque chose qui parle à ce moment-là. Puis ça a été mon cas aussi. J'étais encore avec une couple de groupes d'entraide. Ceux qui ont du vécu ont ceux qui aident les autres. Puis, fait que ça aussi, c'est du bon soutien. Changer de fréquentation, ça peut aider. Oui. Énormément. Mais ça, c'est pas simple non plus. Non, c'est pas simple. Vraiment pas. Je crois que quand tu t'entoures de gens positifs, après, puis
c'est un peu bad, c'est cliché, là, mais je veux dire, des gens qui sont positifs, que ça va bien, puis qu'ils ont toujours une solution, je pense que ça t'amène à avoir du positif. Des fois, il y a des changements, puis quand je dis que moi, j'ai compris des choses comme intervenant, c'est qu'à un moment donné, quand tu es à l'extérieur, tu vas demander à quelqu'un de faire un changement, puis pour toi, c'est comme simple de faire le changement. Mais c'est pas simple de faire un changement, de changer de groupe d'amis ou de changer de comportement, c'est pas simple. Ça demande du temps, mais il faut le prendre, ce temps-là. Ouais. Ben, messieurs, encore une fois, un gros merci pour votre partage, pour votre ouverture. C'est vraiment super. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fit avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi.
On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en position, la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseaux plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur. Vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais